Mesdames et messieurs, les jurés, les faits sont les suivants. CD-ROM, MOOC, tablettes, e-cours, wikis, les outils numériques au service de l'éducation et de la formation professionnelle se succèdent depuis 20 ans. La formation digitale est-elle appelée à transformer radicalement notre façon d'apprendre lorsque ces outils seront arrivés à maturité, ou l'enthousiasme autour de ce secteur n'est-il qu'un effet de mode déjà en train de s'essouffler? Pouvez-vous, s'il vous plaît, jurer que vous allez témoigner dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Bien. Quand on parle de formation digitale, si j'essaie de bien comprendre, en fait c'est une formation complètement traditionnelle. On a juste rajouté un petit joujou, un gadget avec des écrans et des gens qui parlent dans une boîte, quoi. Parfois. Mais il y a aussi beaucoup d'approches qui changent le monde de la formation et de l'apprentissage. Il y a beaucoup d'expériences qui font que le digital, et notamment dans ce cas-là le distanciel, permet de changer les modalités, de faire par exemple rentrer le monde de l'entreprise dans la formation. Des exemples, comment apprendre à coudre à des techniciennes de confection à distance. Avant, nous, on n'aurait pas pu, parce qu'en fait, par courrier, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, avec le digital, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut regarder des tutos, elles peuvent se filmer, elles peuvent poster les vidéos. Donc le formateur peut récupérer cette matière pour pouvoir, lors du présentiel, faire un présentiel un peu enrichi, un peu augmenté. Stratégiquement, l'organisme de formation ou la structure doit vraiment réfléchir à quel est le projet et en face, s'il y a un marché. Je suis toujours pas sûre d'avoir compris l'intérêt de tous les dispositifs de formation digitale, donc vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. À quel moment le passage au numérique, il est indispensable en fait au projet pédagogique? Parce qu'on a un truc génial qui s'appelle les livres, on en fait des milliards tous les ans, donc moi je m'interroge un petit peu sur la plus-value de la formation digitale. Ça sert à rien de penser formation digitale avant de penser formation tout court. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme compétences? Comment? Mais qu'est-ce qui a changé entre le tableau noir avec la craie et le tableau blanc numérique interactif, à part qu'on peut y mettre des petites vidéos? Il n'y a pas eu de changement de comportement, il n'y a pas eu de changement finalement dans les paradigmes. Le prof qui Pas de gros mots, s'il vous plaît, madame, en tant que témoin. Merci. Paradigme, je note. Le prof qui est sur son estrade, qui vraiment va donner son savoir, etc. Et l'apprenant qui est là, passif, il écoute, il entend, il prend des notes. Non, l'enjeu, il est là. C'est développer des pédagogies plus actives, où on met l'apprenant en situation, on le rend actif, on lui fait créer des choses. Monsieur le Président, nous ayons alerté à juste titre sur le besoin d'apporter du concret dans ce procès. Mettons que je sois un collaborateur de Leroy Merlin et que vous ayez sorti une nouvelle gamme de fenêtres, par exemple, et que je décide de me former à cette nouvelle pose de fenêtres. Est-ce que je vais tout apprendre à distance? Ou est-ce qu'à un moment, j'aurai la chance de rencontrer quelqu'un qui m'expliquera comment la poser physiquement? Comment est-ce que vous séparez les deux? Typiquement, la pose, c'est le genre de sujet qui est compliqué à digitaliser. On peut outiller la phase de pratique, mais concrètement, pour bien poser une fenêtre, il faut pratiquer. Et donc, l'idée, c'est que nos collaborateurs viennent dans nos ateliers de formation, viennent concrètement poser des fenêtres. En revanche, comme on a augmenté ce présentiel avec du digital, eh bien, en amont de ce présentiel, ils vont préparer ce présentiel, ils vont pouvoir découvrir tout ce qui va être lié à la terminologie technique, tout ce qu'on peut extraire en fait, de cette partie de pratique pour que le temps du présentiel soit consacré qu'à la pratique, qu'à l'échange. Et là encore, on va être capable de digitaliser ça pour permettre une meilleure mutualisation et que 10 collaborateurs qui sont dans un atelier puissent bénéficier du retour d'expérience de la pratique de tous les collaborateurs qui sont passés sur ce stage-là. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un collaborateur ait la juste réponse à son besoin de monter en compétences. Les deux principaux mots de l'école française aujourd'hui sont la perte de confiance de certains écoliers dans leurs capacités, et de ce point de vue-là, on peut espérer que le digital, en dédramatisant l'échec, les aidera. Et l'autre, c'est que classement PISA après classement PISA, l'école française est une des plus inégalitaires parmi les pays de l'OCDE. Je sais qu'au fond de vous, vous pensez, vous pourriez être l'avocat du digital pour réduire ces inégalités, et en quoi? Alors, je peux l'être, oui, si. Je peux l'être parce que le digital a rendu le savoir accessible à tout le monde. C'est quand même quelque chose qu'on considère comme naturel aujourd'hui. Vous ne savez pas quelque chose, vous allez sur votre téléphone, vous posez la question, 9 fois sur 10, vous allez trouver. Réfléchissez à il y a 10 ans.
Voilà. Mais même dans les dîners avec les copains, le nombre d'engueulades qu'on aurait pu éviter. Mais si, je te jure, ça date. Il y avait du charme, ceci dit. Il y avait aussi. Il offre, et je n'y reviens pas, toutes les possibilités d'engagement et d'engagement dans l'envie d'apprendre. Tous ces éléments, je pense, sont de nature à aider à résoudre les inégalités, tout simplement parce que ça peut permettre de mieux accompagner, de mieux faire rentrer dans les savoirs ceux d'entre les élèves qui ont le plus de mal à y rentrer. Et je pense notamment que l'accessibilité des savoirs à tous, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Vous n'avez pas de bibliothèque à la maison, je ne dis pas que c'est pas grave, mais c'est moins grave qu'hier. Voilà, tout le monde peut avoir accès à cette bibliothèque universelle. Mais le si, c'est de le vouloir. Et donc j'ai compris le regard. Merci, monsieur Davidenkoff. Formation des enseignants, engagement des parents et engagement des jeunes, parce que parfois les élèves ou les étudiants ne sont pas forcément les premiers demandeurs d'une digitalisation de leur formation. Il faut qu'eux aussi comprennent que ça peut être sérieux, qu'on apprend comme ça et que ça a une valeur. C'est ô combien un enjeu d'avenir dont nous débattons ce soir. L'éducation. L'éducation, son avenir se joue-t-il à l'aune du progrès technologique ? Ce soir, je vous en conjure, ne faites pas d'erreur. Et prenons acte que la formation digitale est déjà morte. En Afrique, l'adage veut qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, c'est vrai, mais ça le sera beaucoup moins si le vieillard en question a pu léguer son savoir à une caméra de smartphone, lesquels sont déjà présents partout sur le continent. Aussi, mesdames et messieurs les jurés, en conclusion, je vous demande lucidement de ne pas déclarer la mort de la formation digitale, laquelle est juste tombée en voulant aller trop vite. On dit qu'un enfant tombe 200 à 300 fois avant de marcher parfaitement. L'heure étant à l'accélération, je ne vous demande pas ce soir 200 nouvelles tentatives, juste une seconde chance et un peu de tolérance. Merci. La délibération a été extrêmement difficile. Les arguments étaient pertinents. Les réquisitoires ont bouleversé le jury. Pour moi, en fait, ça a ouvert la possibilité à ce que les individus soient maîtres de leur formation. Ils ont acquis la liberté de choisir ce à quoi ils avaient envie d'être formés. Alors pour moi, le digital est mort. Donc oui, il est mort. En tout cas, il doit mourir pour se réinventer, non pas comme finalité, mais comme moyen. Comme juste un outil à la place qu'il a, et aussi pour se réinventer sur une accessibilité à tous. Aujourd'hui, c'est pas très accessible pour tout le monde. Donc pour qu'ils vivent demain, il faut qu'il soit accessible à tous. Merci beaucoup. Donc, le verdict va être rendu ici et maintenant par moi-même président. Je me sens investi d'une pression assez forte. Alors non, la formation digitale n'est pas morte. Ça, c'est sûr. Attention tout de même. La formation digitale à l'ancienne, le e-learning, ça c'est terminé. Donc la formation digitale doit se réinventer. Elle doit se mettre au service de la transmission d'un savoir, d'une libération des savoirs et de retisser un lien finalement entre l'apprenant et l'enseignant.